Ce soir, on est là pour discuter autour du thème démocratie réelle contre État sécuritaire. Donc je pense que la démocratie réelle, on voit toutes et tous assez bien à quoi ça fait référence, puisque, en tout cas à mon sens, l'expression, voilà, le terme, le slogan, comme on veut, il est revenu, il me semble, dans les bouches à partir de 2011 du mouvement des indignés espagnols. C'était le Democracia Realia, c'est une occurrence qu'on retrouve dans l'histoire du mouvement ouvrier, mais voilà, c'est revenu sur le devant à ce moment-là, et c'est un mot d'ordre qui a été un peu repris à travers toutes les occupations de place dans le monde. Je ne vais pas égrener la liste des pays où tout ça s'est mis en branle, mais voilà, ça pose assez bien les choses, et ça finit avec un retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, à se diffuser, se répandre jusque chez nous, jusqu'en France, et jusque place de la République, ce genre d'expérimentation. Et face à ça, État sécuritaire, je pense qu'à nouveau, il n'y a pas besoin de dresser un tableau. On a des gens qui vont très bien nous en parler ce soir et nous expliquer un petit peu justement tous les enjeux autour de ça. Mais du coup, simplement, peut-être pour lancer et cadrer un petit peu le propos, le grand absent dans ce face-à-face entre démocratie réelle et État sécuritaire, en fait, tout simplement, c'est finalement le régime dans lequel on continue de vivre tant bien que mal, un régime, on va le dire de manière conventionnelle, qu'on qualifiait d'état de droit, d'état social, d'état-providence, voilà. Et ça, l'état social, c'est clair pour nous, antilibéraux, anticapitalistes, chacun se qualifiera comme il voudra, que ça fait déjà 3 bonnes décennies facilement que il est très sérieusement attaqué, à la racine, voilà. L'état de droit, c'était peut-être moins évident, et là, depuis 1 an ou 2, ça devient très clairement palpable, et cette double attaque dont on voit bien que le détricotage de l'état de droit et la restriction de l'état social, et la restriction de l'état de droit, c'est des choses qui aujourd'hui avancent de manière concomitante. Pour nous qui essayons de résister de différentes manières face à ça, ça nous oblige aussi du coup à lier ces deux questions, la question sociale et la question démocratique, qui sont des choses qui pour certains sont liées de manière assez évidente, mais pour d'autres ne sont pas tant que ça. Et du coup je pense que c'est un peu aussi de ça dont on va pouvoir parler ce soir, avec nos 3 invités, qui sont, je vais les présenter de droite à gauche de manière tout à fait arbitraire. Edwy Plenel, donc journaliste politique, fondateur de Mediapart, auteur de beaucoup d'ouvrages et de beaucoup d'ouvrages récents, mais parmi eux 2, il y en a quand même 2 sur lesquels que je voudrais mentionner, et qui vont de pair. C'est le Dire non de 2014 aux éditions Don Quichotte, un refus de la montée alors je pense que tu vas nous en parler un peu, mais de l'apparition de ces monstres, de ces hydres même, parce qu'ils ont plusieurs têtes, et apparaît 2 années plus tard le Dire nous, parce que pour dire non, il faut bien un sujet collectif, des causes communes, comme tu dis, et donc voilà, peut-être que on n'a pas exactement cadré les propos de chacun, mais moi ce qui m'a marqué dernièrement, c'est vraiment cet été, la façon dont tu as pris position. Je ne sais plus si c'était dans des éditos sur Mediapart ou sur le blog, mais voilà, tu as pris position très fermement dans cette affaire du Burkini, afin de signaler que là on était vraiment face à des régressions très graves en termes de liberté fondamentale, de liberté individuelle. Ensuite, je passerai la parole à Vanessa Codaccioni. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Codaccioni. À la Corse ou à la française. D'accord, bon. Codaccioni. Elle amène que ça donne Codaccioni. Donc, historienne et politiste à Paris 8, auteur d'un ouvrage qui a été écrit avant le 13 novembre, si je ne m'abuse, mais qui est sorti juste avant aussi. Qui est sorti le 12, donc voilà, c'est des fois l'actualité. Et qui est l'ouvrage de référence. Et qui est l'ouvrage de référence sur cette question de la justice d'exception, et de la façon dont en fait en France au cours de l'histoire très souvent ces dispositifs qui visaient au départ à chaque fois en fait à contenir l'extrême droite, ou aujourd'hui les terroristes, ont été on va dire détournés contre des militants en grande partie. Donc ce livre s'appelle Justice d'exception, il est aux éditions du CNRS, il est là-bas comme les ouvrages d'Edwy Plenel sur la table. Et Loïc Canicro, alors les livres, j'ai cherché, j'espère que j'ai pas fait l'erreur, tu n'as jamais écrit de livre. Je n'ai jamais écrit de livre. D'accord, donc pas de livre à vendre, mais peut-être des très belles chansons ou des très belles représentations à la compagnie Jolimum,
puisque tu es un des piliers de la compagnie Joli Môme, que tu es intermittent du spectacle, que tu as été très actif dans Nuit debout, je crois que c'est un secret pour personne, aussi dans les diverses occupations que les intermittents du spectacle ont pu mener juste avant l'été, et notamment tu en as payé de ta personne, puisque tu es actuellement en procès pour des violences en réunion au siège du MEDEF, des faits que, il me semble, tu nies catégoriquement, mais il n'empêche que tu es quand même en procès, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, mais voilà, tu nous en parleras toi-même tout à l'heure. Donc les règles du jeu, si ça vous va, je suis parti sur l'idée qu'on faisait 20 minutes chacun. Après, je vous redonne quand même la parole quelques minutes si vous voulez rebondir sur les propos des uns des autres. Et puis après, on aura, je pense, suffisamment de temps pour discuter tous ensemble. Donc, t'embête pas avec l'heure, je te ferai un petit signe. Ou alors tu veux. Vas-y, c'est moi qui dois commencer. Si ça te va. D'accord. Bonsoir à toutes et tous. Bon. Comment dire, Vanessa et en termes intellectuels, de chercheuse, celle qui traitera le mieux la question de la stratégie du choc, de l'état d'exception, de la façon dont les pouvoirs en crise utilisent la peur pour congédier le peuple, congédier y compris des droits fondamentaux qu'on a mis parfois 2 siècles à conquérir, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, et ainsi de suite. Et quant à Loïc, je pense que dans son expérience concrète de militant sur le terrain, il sera encore plus pertinent sur comment la bataille sur de nouvelles inventions, de nouvelles procédures démocratiques peut se mener. Moi, je préférerais, peut-être en n'épousant pas tout à fait l'agenda que tu proposais, un peu dire où en est ma réflexion depuis dire non, dire nous, à cause de ce travail que j'ai été amené à faire comme un travail de commande, pas du tout comme un livre que je voulais faire, qui est un travail pour faire connaître une œuvre qui est académique en apparence, 76 volumes, près de 170 000 notices qui sont en accès sur Internet, qui est Le Métron, du nom de Jean Métron, un historien qui fut militant de l'opposition de gauche au stalinisme, puis militant communiste par raison de rapport de force, puis historien de l'anarchisme, et qui a inventé ce dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, devenu dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. C'est une œuvre immense, pionnière, sur ce monde d'en bas, celui auquel nous essayons d'être fidèles, qui a permis que les mots dont nous parlons aujourd'hui existent, prennent corps, etc. Et il se trouve qu'ils m'ont demandé de montrer que ce n'était pas justement un instrument pour seulement les chercheurs, que c'était un instrument de lutte, de combat, d'espoir, puisqu'ils finissent un cycle qui va de 1789, la lettre A, à 1968, la lettre Z, et ils vont continuer d'historien en historien, c'est une œuvre infinie. Et ce truc m'a dépassé, au départ je devais faire une préface sur une sélection de notices, et pendant l'été, au même moment où on s'est rencontrés là, pour l'exposé que j'ai fait à l'université d'été du NPA, j'étais là-dedans, pris par, au fond, ce que ça m'a appris par rapport à la question d'aujourd'hui, qui est, au fond, la vitalité de ce mot « démocratie » et sa pertinence. Alors, du coup, je voudrais essayer d'expliquer, en 3 points, comme on en a souvent l'habitude, comment je pense qu'il y a un chemin novateur. Évidemment, il n'y a pas de raccourci, ça prend du temps, mais tout à fait plein de potentialités dans les temps qui sont les nôtres. Sachant que pour moi, les temps qui sont les nôtres sont des temps de transition radicale, de crise globale, de crise de civilisation, de crise écologique, de crise économique, de crise de notre monde, et sur lesquels aucun d'entre nous, au sens en termes de formation politique, n'a la réponse toute faite. Elle ne peut venir que de notre dialogue collectif.
Le premier point, c'est de convoquer une phrase, une intuition de Daniel Ben Saïd, quand il fait un livre autour de la correspondance qui a la question démocratique au cœur, de Marx et Engels durant la Commune de Paris, où Marx et Engels examinent ce que font des militants dans un espace très court, et on sait comment ça termine pendant une catastrophe, mais ils l'examinent en se demandant qu'est-ce que ça leur apprend et qu'est-ce que ça bouscule de leur propre certitude. Ils pensent contre eux-mêmes. Et Daniel, en préfaçant cela, dit à un moment, une phrase que je ne connaissais pas de Marx, il dit « Toute révolution a sa question de banquet », qui est une allusion à comment, avant la Commune de Paris, sous l'Empire autoritaire, au fond, ce que la Commune va essayer de proclamer, sa fameuse déclaration que des historiennes militantes ont mis dans les réseaux sociaux sur qu'est-ce que c'est que la représentation, qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est qu'une pratique où, au fond, déléguer son pouvoir, c'est pas le perdre, et qu'autrement, il y a d'autres pratiques, etc. Comment c'est né de cette façon où... les partis politiques étant interdits, des gens se réunissaient et faisaient des banquets pour se réunir et posaient leurs questions de banquet. Et il dit la question de banquet à l'époque, c'était le suffrage universel, qui n'était pas qui était qu'universel masculin, mais voilà, qu'au fond, le plus grand nombre puisse avoir la voix au chapitre. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça à l'ordre du jour, notre question de banquet, je le dis depuis longtemps, est cette question démocratique, qui n'est pas démocratie formelle, démocratie etc., mais la radicalité au sens de prendre le problème à la racine de la question démocratique. Alors, ça l'est pour des raisons évidentes en France, où je pense que nous avons une brèche particulière en France, et tout levier de transformation s'inscrit dans une culture nationale, historique particulière, et je pense que la France, par rapport à d'autres pays, on a les mêmes classes dominantes, sans frontières, les mêmes enjeux, les mêmes défis, mais on a une question démocratique particulière, liée à la façon dont le grand un et le grand même, d'où le poids des questions identitaires, s'est concrétisé autour de ce pouvoir centralisé, de ce pouvoir vertical, de ce que la Ve République traduit, mais il n'y a pas que la Ve, c'est une très longue durée, Louis XIV, Napoléon Ier, Napoléon III, Pétain, De Gaulle, sous des formes différentes, dans des moments différents. C'est à chaque fois cette façon que s'est concrétisée dans la culture française, y compris les procédures politiques d'un système avec des dominations de classe, avec une oppression économique, etc. C'est une très forte particularité française qui fait qu'il n'y a pas, y compris dans la classe dominante, de pratiques délibératives, de culture parlementaire, de respect du droit, et comment le droit, c'est pas une formalité, c'est celui qui peut s'imposer aux institutions. Il y a un bon article de ce point de vue dans le dernier numéro de Contretemps de Christian Laval et de Pierre Dardot autour de cette expression anglo-saxonne rules of law, c'est-à-dire comment la loi, c'est justement ce qui peut s'opposer au pouvoir, et que au fond, l'enjeu démocratique, c'est avoir un contre-système, un jeu de balance qui peut aussi s'imposer au pouvoir. Et nous voyons bien comment, droite ou gauche, nous sommes dans une culture de la verticalité. Mais il y a cette question française. Mais au-delà de ça, et en revenant à l'intuition de Daniel, qui, au fond, déjà, en travaillant derrière Marx, retrouvait le caractère, la fraîcheur, j'allais dire, de tous ces débats du XIXe siècle. Avant que, au fond, la montée de l'impérialisme, la catastrophe de la Commune de Paris, amène à des formes de systématisation organisationnelle, le parti, des formes de rigidité, la théorie de l'avant-garde, qui ont quelque part asséché la diversité que l'on retrouve dans les itinéraires qu'il y a dans ce livre, la diversité de ces débats politiques à une époque où Dieu sait s'ils ont dégusté en répression, en exil, en prison, etc.,
mais où il y a des itinéraires politiques qui ne se ramènent pas à ce qu'on trouve au XXe siècle, qui est au fond, je suis dans le parti, et puis hors du parti, paf, c'est le chagrin et la catastrophe. Et on trouve au contraire des itinéraires qui prennent diverses formes dans la fidélité. On trouve des gens, des sociétés secrètes un peu blanquistes, les Marianeux, qui après se trouvent à la gauche de la Troisième République, tout en étant parlementaires, qui insistent pour l'amnistie de la Commune de Paris. C'est qu'on trouve une vitalité de cette histoire. Je dis ça parce que ça m'a frappé en travaillant ça, de me rappeler que, par exemple, Marx, on l'a oublié, mais il y a le stalinisme, la vulgate faussement marxiste, par exemple, a oublié combien pour Marx, il n'y a pas une démocratie formelle. Il y a un droit abstrait, celui qui est confisqué par la classe dominante. Mais la question démocratique n'est pas une question formelle dont on peut se débarrasser. Je rappelle juste que quand Lincoln se bat contre l'esclavage et gagne, la première internationale, sous la direction de Karl Marx, fait un message de félicitations. Lincoln est le représentant d'intérêts économiques, adversaire des intérêts économiques du sud des États-Unis, et Marx le savait très bien, qui gagnait sa vie en étant correspondant du New York Tribune. Donc il y a toute une œuvre, pas traduite en français, de Marx, journaliste, et qui, au cœur du capitalisme, à Londres, raconte aux lecteurs américains. Et la première internationale fait un communiqué, comme une déclaration, de compliment à Lincoln pour dire c'est pas une question seconde, c'est pas une imposture, vous les libérez pour en faire une masse d'exploitation, de salariat et tout. Je pense que voilà, c'est pas formel cette question-là. Bon, et de la même manière que ce qui m'a frappé aussi et qui est très actuel dans nos débats d'aujourd'hui, y compris à gauche, le personnage préféré, j'ai découvert grâce au Métron, de Marx dans les gens. Je rappelle que la première internationale n'avait pas de section dans les pays nationaux. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir plusieurs groupes qui étaient membres de la première internationale. Il n'y avait pas cette idée, je décide qui me représente et tout, cette verticalité. Et un des types préférés de Marx, dont la biographie, je l'ai reprise, je ne le connaissais pas, Henri Lefort, plutôt d'origine bourgeoise, mais Marx Engels disait c'est un de nos préférés, bien que d'origine bourgeoise, eux-mêmes l'étaient. Bon, c'était l'hôpital qui se moquait de la charité, mais c'est ce type qui va faire ce qu'on appelle la déclaration des 60. Et c'est un débat à rappeler dans tous les débats militants aujourd'hui sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'une minorité. Je pense à la façon dont certains ont pu être partagés sur la fameuse université ou camp d'été des racisés. Qu'est-ce que c'est qu'être une minorité? Une minorité, c'est une construction politique. Le monde ouvrier au XIXe siècle, c'est une minorité. Quelle que soit la masse qui travaille dans les factures, dans les usines, dans les ateliers et tout, c'est une minorité politique. Et la déclaration des 60, c'est ceux qui disent non, nous voulons qu'on ne parle plus en notre nom. Donc on veut se retrouver entre nous, entre ouvriers. On veut être représenté par des gens qui connaissent notre histoire, qui l'ont vécu. Les femmes ont fait la même chose au XXe siècle avec le groupe femmes. Et évidemment, ceux qui sont victimes de discrimination liées à leur couleur de peau, à leur culture, à leurs croyances, font la même chose à un moment. C'est-à-dire les minorités, pour imposer leur agenda à l'idéologie dominante, à un moment, on va le faire entre nous, parce qu'on ne va pas faire ça à notre place, d'en haut, etc. Et c'est l'histoire du mouvement ouvrier. C'est-à-dire que la question sociale n'est pas sans lien avec, évidemment, ce que font ces militants qui luttent contre les discriminations aujourd'hui. Je vais donc poser ce premier point, qui est comment il y a, pour moi, un fil qu'il faut tirer, et je fais ce clin d'œil à notre regretté Daniel, parce que cette histoire de la question de banquet, ça ne fait pas tout un programme. Ça ne fait pas comment on va faire dans les usines, comment on va faire avec les marchés, comment on va faire, etc. Mais qu'est-ce qui va faire levier? Bon. Et je pense que dans notre pays particulièrement, cette question fait levier, en la prenant au sérieux, en la prenant à la racine, ce qui veut dire le mot radical. Le deuxième point, c'est au fond comment nous devons faire notre deuil du XXe siècle. Comment... non pas que l'effacer, il existe, et nous en sommes aussi le produit, nous sommes pour la
plupart ici, vu nos âges, venus à des engagements, à des consciences politiques dans ce siècle-là. Mais d'une certaine manière, ce siècle-là, dans aussi bien l'effondrement de la social-démocratie à partir de l'Union sacrée, à partir de 14, à partir de la conversion à l'ordre établi, et vous connaissez ça aussi bien, sinon mieux que moi, que celui du stalinisme et de sa trahison des idéaux originels, il faut qu'on affronte, pas en se disant, tiens, il n'y a pas de lien. Bien sûr qu'il y a des liens. Et je pense qu'il faut qu'on affronte trois questions. La question de l'avant-garde, c'est-à-dire la question de la façon dont et ce sont des débats d'aujourd'hui, y compris qui ont traversé Nuit debout, qui traversent tous les moments actuels, c'est-à-dire ceux qui pensent à un moment qu'ils savent mieux que le peuple comment le peuple doit avancer. C'est une question complexe, puisque j'ai signalé l'impact très fort de la défaite de la Commune de Paris, et comment derrière, il y a cette idée, c'est terrible, on ne peut pas soulever cette montagne, donc il faut s'organiser, il faut être comme une armée militante, etc. Bon, voilà ce qui est tous les débats qui vont donner les débats au cœur de la social-démocratie russe, les débats entre Trotsky et Lénine, les débats, on connaît ça par cœur, mais derrière ça, nous connaissons l'histoire. Nous savons que cette histoire, y compris au corps défendant de ces acteurs, de ceux qui étaient les plus principiels, qui n'ont pas défendu des intérêts bureaucratiques et tout, aboutit à un moment à tuer le pluralisme, à refuser la délibération. On en parlait avec Olivier récemment qui travaille là-dessus. Bon, voilà, à un moment, bien sûr, à un moment il y a un raccourci, les soviets, hop, on y va, on pousse l'Assemblée des soviets à permettre le coup de force de la révolution elle-même, et après il y a la fin du pluralisme. À la fin, il y a par exemple la répression des socialistes révolutionnaires, des SR, etc. Donc cette question du pluralisme, parce que la logique d'avant-garde, elle est exclusive à un moment de l'autre qui ne pense pas tout à fait pareil et tout. Donc il y a un vrai problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir se préparer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir prendre ses marques, mais il y a un vrai problème qui est, pour moi, y compris au cœur de risque aujourd'hui de ne pas parler à tout le monde, d'aller trop vite. Pour moi, c'est un débat, j'ai assisté ça à distance, je n'allais pas, mais pour moi, par exemple, Nuit debout, il y avait une intuition formidable dans la foulée du mouvement espagnol, mais le mouvement espagnol, c'est une patience, c'est les mareas, c'est les marées, c'est le local, c'est faire groupe, c'est faire masse, c'est essayer de parler à tout le monde. Le raccourci, évidemment, fait qu'à un moment, ce que tout le monde ressent comme une intuition formidable, ça se replie et ça se referme. La deuxième point sur le... Je suis déjà trop long, là, 17 minutes. Le deuxième point sur qui est lié au suivant, c'est évidemment cette question du parti. Je l'ai évoqué déjà sur les itinéraires. Par exemple, dans toute cette histoire, ce qui me frappe, c'est l'effacement de la tradition libertaire par toutes les traditions politiques dominantes de la gauche au XXe siècle. Et combien ce sont des traditions d'une richesse inouïe, d'une productivité inouïe, d'une dignité inouïe. Et donc, libertaire veut dire ce lien, ne pas être du côté de logique de pouvoir, de puissance. Et enfin, le troisième point, mais comme je suis long, je ne voudrais pas le développer trop longuement, une des découvertes que j'ai faites là, c'est l'importance dans ce qui s'est passé au XIXe siècle, et qui pour moi est au fond le vrai legs du XXe siècle, mais c'est celui qui nous dérange. C'est au fond ce qu'aura légué la révolution russe, puisque 89, 91, tout ça s'effondre, ça donne les oligarques et tout. Donc qu'est-ce qu'elle aura légué en réel? Pas un socialisme réel en Europe, au contraire, y compris un rejet de tout ça. En revanche, elle aura débranché quelque chose, elle aura bousculé quelque chose. Et c'est le congrès de Bakou, le congrès des peuples d'Orient, en 1920. Dont l'onde de choc, ça va être le Bandung dans les années 50, ça va être les autodéterminations, les émancipations, les indépendances. Vaille que vaille, des peuples auxquels l'Europe, l'Occident, entre guillemets, comme création politique, a imposé sa loi pendant 5 siècles, ont décidé de faire chemin eux-mêmes. Pour le meilleur et pour le pire, sous des formes inattendues, inédites, d'où
y compris la révolution iranienne, la destruction des partis communistes locaux, d'autres formes. Vaille que vaille, un autre chemin se fait et est là. Vous le voyez dans la crise actuellement du Moyen-Orient. Les grandes puissances qui bloquent la réalité figée sur l'après-deuxième guerre mondiale des Nations Unies et du Conseil de sécurité, elles peuvent avoir leur stratégie, bien sûr, elles l'ont. Mais il y a 3 acteurs dans la région qui peuvent être leurs alliés, mais qui désormais sont autonomes, qui ont des logiques de puissance régionale. L'Iran a une logique à soi, l'Arabie saoudite a une logique à soi, la Turquie a une logique à soi. Bien sûr, font des alliances les uns les autres, mais ce ne sont pas des pantins, il ne suffit pas d'appuyer sur des boutons, les alliances sont réversibles, la Turquie est dans l'OTAN et fait copain avec Poutine, et ainsi de suite. Donc il y a un nouveau monde qui est là devant nous. Je rappelais ça en deuxième point parce que pour moi c'est une des clés de comment, du coup, revenir. Vous voyez bien que revenir à cette question démocratique, c'est aussi parler au monde. C'est aussi parler à nos alliés en Turquie. C'est aussi parler à ceux qui essayent d'inventer une espérance démocratique et sociale en Russie. C'est aussi avoir, au fond, un fil commun qui nous permet d'appréhender ça, au lieu d'être comme des lapins dans les phares, au lieu de chercher des raccourcis en disant « Ah ben, Poutine, et etc., et du coup, machin, etc., et puis du coup, j'oublie les dégâts que ça fait au passage », ça nous donne une intelligibilité, ça nous donne un fil, ça nous donne... Et ce n'est pas du droit de l'homisme, ce n'est pas de... Justement, c'est, au contraire, comme disent certains, c'est prendre cette question démocratique comme la question clé. J'en conclus, du coup, avec le troisième point. Ce qui est, vous savez, aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence, comme tu as dit toi-même tout à l'heure. Dans la Constitution française, il y a ce mot « République démocratique et sociale ». Je sais que, vu la façon dont le mot « République » est pris, on le prend avec des pincettes. Mais c'est très intéressant, ce mot, cette expression république et démocratique et sociale n'est dans la Constitution française que depuis la catastrophe européenne, c'est-à-dire préambule de la Constitution de la 4e, repris dans la 5e. Ce mot, c'est celui de l'extrême gauche de la 2e République. Des minoritaires, de ceux qui, voilà, donc ceux qui sont ici, l'émancipation sont les héritiers. Il disait, il a fallu un siècle pour l'imposer, non, la République, qu'est-ce que c'est? Si vous me dites la République sans adjectif, c'est la République des nantis, c'est la République des citadins, c'est la République des bourgeois, c'est la République des profiteurs, c'est la République des oppresseurs. Non, la République a des adjectifs. La République, elle est démocratique et sociale. Ça veut dire qu'elle a un moteur qui est cette question de l'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, cela veut dire que nous avons le droit d'avoir des droits, d'en inventer. Nous ne sommes pas assignés à notre naissance, à notre lieu de naissance, à notre origine, à notre condition, à notre sexe, à notre croyance, à notre apparence. Nous pouvons faire mouvement. Et là, il y a pour moi un moteur qui est le moteur initial, et qui était celui des partageux, qui était celui des marianeux, et qui est au cœur, quand Marx et Engels font le manifeste communiste, ils reprennent ce mot. D'où ça vient, ce mot communiste? Ça vient du mot commun. Ça vient du mot commons dans l'expérience des débats parlementaires et de la révolution parlementaire britannique. Ce qui n'est ni à l'État, il n'y a pas de raccourci étatique, et il y a une critique du raccourci étatique chez Marx, ni au privé, ce qui est commun. Et ce commun, c'est ce que l'on construit dans l'égalité des droits, dans l'égalité concrète, là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous vivons. Donc, pourquoi je pense, et j'en termine, qu'il y a une actualité de cela? Nous ne vivons pas, quand j'ai dit tout à l'heure une époque de transition, il y a, on voit bien la crise française immensément évidente aujourd'hui. Mais nous vivons un moment de grands bouleversements industriels, technologiques, culturels et tout, dont ces machines-là, dont cette révolution numérique est le moteur. Nous en sommes les contemporains. Nous ne savons pas jusqu'où tout ça ira. Peut-être ce n'est pas simplement qu'une révolution technologique comme la machine à vapeur, l'électricité, qui ont accompagné à chaque fois des accélérations démocratiques. Peut-être reste la même ampleur que l'invention de l'imprimerie. Milieu du XVe siècle, les clercs sont détrônés, tout le monde a accès, dans le désordre,
Mais tout le monde va avoir accès. Du coup, naissent des idéaux des Lumières, naissent ce qui va être les idéaux démocratiques, naît la question sociale, mais on l'oublie. Cette période, on l'appelle la Renaissance, aujourd'hui. On oublie que c'est une période de transition terrible. Giordano Bruno est brûlé, Thomas More, l'inventeur de l'utopie et du mot utopie, est assassiné, lui aussi. Les Indiens d'Amérique sont massacrés, les religions au cœur du christianisme se massacrent entre catholiques et protestants. Mais ce moment est aussi ce moment de Renaissance. Donc si nous pensons que potentiellement nous sommes dans un moment comme celui-là, je pense qu'il y a un chemin à trouver qui est ce chemin presque, j'allais dire, primitif, au sens ce chemin premier, hein, cette trace première, comme le levier qui permet d'inventer ensemble et d'éviter un piège. Et c'est pour ça que je citais l'article de Dardot et Laval dans Contretemps, qui est la tentation, qui traverse à gauche aussi, de croire qu'il y a une réponse possible dans le repli. Dans le repli sur nous-mêmes, dans le repli national, dans le repli identitaire, dans le repli qui traverse partout, qui est présent partout, qui a toutes sortes de formes, qui évidemment est d'abord exprimé par l'extrême droite et la droite, mais on ne va pas se cacher les choses, il traverse aussi une partie de la gauche. Parce que c'est la tentation du raccourci, c'est plus proche, c'est tellement compliqué l'Europe, c'est tellement compliqué le monde, c'est tellement compliqué l'interdépendance, on sera mieux comme ça. Alors je crois que dans cette tentation-là, ce qui est sûr, c'est que on perd le défi démocratique. On perd le défi de l'invention démocratique. Alors ce n'est pas évident, hein, vu la négation de toute procédure démocratique et l'Union européenne, l'affaire grecque l'a montré, mais je pense que la question, en clair, de l'internationalisme recoupe cette question profonde d'un idéal démocratique assumé et dans toute son exigence. Pardon, j'ai débordé de 6 minutes. Merci beaucoup, Edwy. Donc ça a posé les choses sur 2 siècles et 5 continents. La patate chaude à Vanessa Colassu. Merci. Ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer comment l'histoire peut nous aider à comprendre ce que nous vivons, tant l'état d'urgence que les dérives de l'antiterrorisme, que la répression des militants aujourd'hui. Alors c'est un peu ambitieux pour 20 minutes, donc déjà il faut me couper, et puis je pose les bases, et puis vous pourrez me poser des questions ensuite. Le point de départ de ma réflexion, c'est de travailler l'histoire de la justice d'exception sous la Ve République, c'est-à-dire la manière dont les gouvernements ont traité leurs ennemis intérieurs sous la Ve République, que ces ennemis intérieurs soient des militants, des activistes qui veulent transformer radicalement le monde social, ou que ces ennemis intérieurs soient des terroristes. Ces 2 figures de l'ennemi intérieur, militants, terroristes, étant aujourd'hui de plus en plus confondus. On pourra y revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, elle a toujours eu une tradition de justice d'exception. On peut remonter à la monarchie, où on avait une justice qui était rendue directement par le roi. Et puis, toutes les républiques ont mis en place des dispositifs d'exception. Par exemple, alors, c'est la fin de la Révolution, mais en 1790, on met en place le premier tribunal d'exception, qui est le tribunal révolutionnaire, qui va condamner à mort des milliers de personnes. On peut citer évidemment le régime de Vichy, qui a multiplié les juridictions d'exception, la libération pour lutter contre les collaborateurs, ou la guerre d'Algérie. La seule république qui n'a pas mis en place de juridiction d'exception, même si elle a tenté de le faire contre les communistes, c'est la Troisième République. Mais il ne faut pas oublier que la Troisième République est celle qui a mis en place les lois scélérates à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire les lois pour réprimer l'anarchisme, et en fait ce qui permettait de réprimer tout discours de gauche. Et il ne faut pas oublier non plus que le délit d'association de malfaiteurs, dont on parle beaucoup aujourd'hui, est hérité de cette période-là. Donc il n'y a pas eu de juridiction d'exception, mais il y a eu quand même des législations répressives d'exception et qui marquent notre histoire aujourd'hui. Donc il y a toujours une tradition de justice d'exception en France. La différence avec la Ve République, c'est qu'elle a rendu cette justice d'exception permanente. De 2 manières, soit par le biais d'un tribunal d'exception dont je vais vous parler, qui est la Cour de sûreté de l'État, soit, en tout cas c'est ma position, en mettant en place un système antiterroriste très répressif. Sur la Cour de sûreté de l'État, qu'est-ce que c'est ce tribunal?
C'est un tribunal qui a été voulu par le général de Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie, en 1963, pour réprimer officiellement les membres de l'OAS. Je dis officiellement parce qu'en réalité, à ses conseillers, le général de Gaulle disait qu'il fallait la rendre permanente. Permanente parce qu'on ne savait pas d'où pouvait venir la subversion. Alors, je n'ai pas trouvé d'archives là-dessus, mais évidemment, le général de Gaulle pensait à l'extrême gauche, pensait au Parti communiste, pensait aux syndicalistes et encore aux espions soviétiques. Ce qui fait que la Cour de sûreté de l'État, elle a une spécificité très singulière. Elle a toutes les caractéristiques des juridictions d'exception dont je vous ai parlé. La Révolution, Vichy, la guerre d'Algérie, la Libération. Toutes ces juridictions d'exception-là, elles ont des facteurs communs, des similitudes. Elles sont toutes créées dans des contextes de guerre, ou des contextes de crise, ou des contextes de post-conflit, soit pour juger des ennemis intérieurs actifs à ce moment-là, soit pour juger des perdants, entre guillemets, les contre-révolutionnaires pendant la Révolution, les collaborateurs à la Libération. Donc, créées dans des contextes de crise, créées pour juger plus rapidement et plus sévèrement des ennemis intérieurs, avec des mécanismes comme par exemple les juges militaires. Il y a souvent des juges militaires dans ces tribunaux-là parce qu'ils sont plus répressifs, plus soumis au pouvoir politique. Et puis, troisième spécificité, évidemment, c'est que dans ces juridictions-là, le judiciaire n'existe pas, ou en tout cas est tout à fait soumis au pouvoir politique. On va les acheter, on va les nommer exprès. Donc ça, c'est des caractéristiques typiques des tribunaux d'exception en France. Or, la Cour de sûreté de l'État, voulue par le général de Gaulle, elle reprend ça, mais elle y ajoute une spécificité, c'est qu'elle va être permanente. Tous les tribunaux d'exception sous Vichy, à la Libération, pendant la guerre d'Algérie, sont temporaires. C'est-à-dire qu'ils sont temporairement encadrés. Ils vont durer juste quelques mois, le temps d'éradiquer un ennemi intérieur précis, une population cible précise. Une fois que ces ennemis intérieurs sont jugés, emprisonnés, voire amnistiés parfois, ce sera le cas de l'OAS, on supprime la juridiction d'exception. Ça marche comme ça. Personne ne prévoit une juridiction d'exception qui dure. C'est la spécificité du général de Gaulle, c'est de créer une juridiction d'exception qui dure. Et elle va durer pendant 18 ans, jusqu'en 81. C'est-à-dire qu'elle va traverser 3 présidences et 13 gouvernements. Cette durée de vie-là, c'est ça qui m'a intéressée dans cette juridiction d'exception, elle permet de comprendre déjà qu'il y a eu 5000 personnes qui ont été inculpées, c'est une première chose, mais c'est surtout de comprendre qu'une juridiction d'exception a pu juger des individus au profil, aux trajectoires totalement différentes, aux revendications extrêmement différentes et aux modalités d'action tout à fait diversifiées. Elle a commencé par l'extrême droite, l'OAS, puis quand il n'y a eu plus personne à juger, puisqu'à un moment donné la Cour de sûreté de l'État ne fonctionne quasiment plus, il n'y a plus de membres de l'OAS à juger, eh bien, arrive mai 68, et donc là, on va basculer dans la répression de l'extrême droite. Entre-temps, les Antillais. Les Antillais, Entre-temps. tout à fait. Donc, 68 aussi, je crois, 63, l'OJAP. D'accord, donc, non, mais je vous en prie, c'est une précision importante. Donc, l'OAS. L'Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. D'accord. Donc, cette organisation guadeloupéenne, l'extrême gauche, mai 68, les Mao. Tous les Mao vont être inculpés quasiment par la Cour de sûreté de l'État dans les années 70. Puis dans les années 70, le FLNC, les Basques, les Bretons. Et puis à la fin des années 70 et au début des années 80, Action Directe. Autrement dit, on passe de l'extrême droite à l'extrême gauche au mouvement indépendantiste, mais on passe aussi de gens qui ont commis des assassinats, qui ont déposé des bombes, qui ont fait des attentats extrêmement violents, à des distributeurs de tracts et à des colleurs d'affiches. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui m'a intéressée, c'est de savoir comment était-il possible que des individus aussi différents soient traités de la même manière. Et effectivement, ce qu'on s'aperçoit quand on travaille sur la répression politique, c'est qu'on va uniformiser le traitement de tous ces individus-là. J'ai travaillé sur 120 cartons d'archives de la Cour de sûreté de l'État, donc je suis rentrée dans les dossiers, j'ai vu comment on les réprimait, et c'est intéressant effectivement de voir qu'on va traiter de la même manière un membre de l'OAS ou un membre de la gauche prolétarienne. Évidemment, ce ne seront pas les mêmes peines, mais ce n'est pas tellement ça qui compte. Alors comment on réprime les ennemis intérieurs sous la Ve République? Par le biais de cette Cour de sûreté. Premièrement, par l'arme pénale. On va inculper les militants soit par exemple, alors pour les membres de l'OAS, ça va être des crimes politiques assez graves, le complot, l'intelligence avec l'ennemi, c'est beaucoup plus rare mais ça existe, l'attentat dans le but de porter le massacre ou la dévastation, qui n'existe plus mais qui était un crime politique extrêmement grave. Pour les militants, des délits comme l'association de malfaiteurs. Alors c'est pas en lien avec une entreprise terroriste à l'époque, c'est en lien avec une entreprise qui tend à substituer une autorité
illégitime à celle de l'État. Autrement dit, c'est l'ancêtre de en lien avec une entreprise terroriste. On va prendre des délits, un vol, je ne sais pas, une association de malfaiteurs, et on va rajouter en lien avec une entreprise, etc., pour permettre le déferment devant la Cour de sûreté de l'État. Cette arme pénale, elle est accentuée par le fait que la Cour de sûreté de l'État est composée moitié de juges professionnels, de juges normaux, moitié de juges militaires. J'ai oublié de vous dire que cette Cour de sûreté de l'État est d'actualité, puisque Nicolas Sarkozy, l'une de ses propositions aujourd'hui, dans le cadre de la lutte antiterroriste, est de restaurer la Cour de sûreté de l'État, peut-être parce qu'il souhaite restaurer les juges militaires, il faudra lui demander. Donc l'arme pénale. Or, ce qu'on s'aperçoit quand on travaille sur la répression, et notamment sur la répression de l'extrême gauche, que j'avais déjà entamé pendant ma thèse, puisque j'allais travailler sur la répression anticommuniste pendant la guerre froide et la guerre d'Algérie. Ce qu'on voit très bien, c'est que malgré tout, le procès n'est pas toujours au cœur de la répression. Parfois, la répression, elle passe par la police ou par des pratiques pénitentiaires ou carcérales d'exception. C'est donc l'arme pénale, mais aussi il y a des pratiques policières. Par exemple, l'intérêt de la Cour de sûreté de l'État, c'est pas tant les juges militaires en ce qui concerne l'extrême gauche, c'est plutôt des pratiques policières d'exception, et en particulier une très importante qui est la garde à vue. La garde à vue avec la Cour de sûreté de l'État pouvait être portée jusqu'à 15 jours pendant l'état d'urgence. Alors, il n'y a jamais eu d'état d'urgence, donc jamais eu 15 jours de garde à vue, mais en tout cas, tous les militants sur lesquels j'ai travaillé ont subi une garde à vue de 5 jours, 6 jours, 7 jours. Je rappelle qu'en droit commun aujourd'hui, c'est 2 jours, et 4 jours en matière antiterroriste. Chose importante, c'est une parenthèse, mais qui dit des choses aussi, il me semble, sur le général de Gaulle, c'est que si on avait une garde à vue possible de 15 jours, ce qui était interdite par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que le général de Gaulle n'a jamais signé et voulu ratifier cette Convention européenne des droits de l'homme. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a l'arme pénale, mais il y a aussi l'arme policière. Il y a aussi l'arme carcérale, c'est-à-dire l'emprisonnement. Et par exemple, dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, c'est important parce que le juge d'instruction n'était pas obligé de motiver le prolongement de la détention provisoire. Si bien qu'un individu pouvait rester en prison des mois sans aucune information sur son affaire, sur le déroulement de son procès. C'est le cas de Jean-Marc Rouillant, qui a été inculpé plusieurs fois par la Cour de sûreté de l'État. Il avait l'habitude de la Cour de sûreté de l'État. Si vous lisez les mémoires de Jean-Marc Rouillant, il y a des descriptions de la Cour de sûreté de l'État qui sont assez intéressantes. Et Jean-Marc Rouillant, l'une de ses premières inculpations à la Cour de sûreté de l'État, il est resté 40 mois emprisonné sans aucune information sur son affaire et sur son futur procès. Il ne sera d'ailleurs pas jugé. Donc l'arme pénale, l'arme policière, la prison. Et puis, chose étonnante pour moi, qui est quand même l'habitude de travailler sur la répression des militants, c'est les examens psychiatriques. Chaque individu inculpé par la Cour de sûreté de l'État, qu'il soit d'extrême droite, du FLNC, des Mao, etc., était examiné psychiatriquement. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi est-ce qu'on va mobiliser des examens psychiatriques contre des militants? Je crois que c'est important parce que ça nous dit des choses sur la manière dont on traite les militants sous la 5e. Expertiser psychiatriquement des militants, c'est considérer qu'il n'y a pas de revendication et de mobile politique. C'est considérer qu'il y a peut-être autre chose qui a poussé ces gens à manifester, à distribuer un tract, à prononcer tel discours. Et donc en réalité, la psychiatrisation du passage à l'acte, elle le dépolitise. Elle revient à dire qu'il n'y avait pas d'intention politique. Je vous donne un exemple très simple, mais qui m'a fait beaucoup rire. Codacioni, c'est pas italien, c'est corse. Donc j'en viens à mon exemple du FLNC. Le FLNC, des membres du FLNC n'ont pas posé des bombes parce qu'ils voulaient l'indépendance sous l'autonomie de la Corse, mais parce qu'ils avaient un problème d'attachement à la terre corse, lui-même venant d'un problème avec leur mère. Donc en réalité, si on va jusqu'au bout, et je caricature évidemment, certains membres du FLNC ont posé des bombes parce qu'ils avaient un problème affectif avec leur maman. Je caricature exprès pour montrer comment en fait l'examen psychiatrique dépolitise complètement l'activisme et le passage à l'acte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dépolitisation, en fait, elle est beaucoup plus générale que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la répression politique, elle marche toujours sur une double logique. Il y a une logique politique de répression. On va réprimer des individus pour leurs idées, pour les revendications qu'ils portent, et aussi pour les organisations auxquelles ils appartiennent. C'est le délit d'opinion ou le délit d'appartenance. Ça, c'est la logique politique. Mais il y a toujours une logique de dépolitisation derrière. C'est celle de nier au maximum les revendications, le caractère politique d'un mobile, d'une intention ou d'une revendication. C'est Goodyear, c'est l'affaire Goodyear. Ce ne sont pas des syndicalistes, ce sont des délinquants qui n'ont aucune revendication politique.
On nommait le contexte politique, économique et social, et on les traite comme des délinquants. Et en fait, toute la répression politique, et notamment sous la 5e, est cette assimilation de l'activiste et du militant au criminel ou au délinquant. Que ce soit par les examens psychiatriques sous la Cour de sûreté de l'État, que ce soit par des discours politiques qui vont traiter les militants comme des délinquants, ou que ce soit l'assimilation des manifestants à des casseurs. Je rappelle que la loi anti-casseurs de 1978, dont on hérite aujourd'hui dans les discours, c'est une manière de dépolitiser le fait manifestant et pour dépolitiser les manifestations Mao à l'époque. Donc il y a toute cette tradition-là de dépolitisation de l'activisme. Et là, paradoxalement, je suis désolée de le dire, mais la Cour de sûreté de l'État, malgré toutes les horreurs que j'ai pu vous raconter sur elle, bizarrement, elle était un frein à ça. Vous étiez inculpé par la Cour de sûreté de l'État, vous étiez considéré comme un ennemi politique, comme un opposant. Vous étiez inculpé pour des crimes et des délits politiques. Et puis, en prison, alors, il n'y a jamais eu en prison en France de statut de prisonnier politique, mais si vous étiez inculpé par la Cour de sûreté de l'État, vous aviez un régime politique. Donc vous étiez un politique, et non un droit commun. Et donc, en supprimant la Cour de sûreté de l'État, on a aussi supprimé cette tradition-là, ou cette possibilité-là, d'être reconnu comme un ennemi politique. C'est pas un hasard si, de temps en temps, la FLNC se demande s'il ne faudrait pas reconstituer la Cour de sûreté de l'État pour enfin être considéré comme un ennemi politique, ou par exemple, le TA, en 1981, le TA a dit, puisque vous supprimez la Cour de sûreté de l'État, que vous ne nous traitez plus comme des ennemis politiques, vous n'avez plus aucune légitimité à nous juger. Donc c'est tout à fait paradoxal, cette juridiction d'exception qui est décriée par tout le monde, mais qui en fait, quelque part, arrangeait ceux qui étaient jugés par elle, sur ce point-là. J'en viens à l'antiterrorisme. La gauche s'est toujours opposée à l'exception, aux mesures, aux tribunaux et aux législations d'exception, dans l'histoire, hein, pas aujourd'hui. Donc, elle s'est toujours opposée à la Cour de sûreté de l'État. Elle a toujours essayé de voter contre, mais ça n'a jamais marché parce qu'elle n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Quand François Mitterrand est élu, la première chose que fait Robert Badinter, c'est de supprimer la Cour de sûreté de l'État. Au nom de deux principes que la gauche a oubliés malheureusement aujourd'hui. Le premier principe, c'est l'égalité de toutes et de tous devant la loi et la justice. Le deuxième principe est la primauté du droit commun sur toute mesure d'exception. Robert Badinter, mais comme d'autres, hein, comme l'avocate Gisèle Halimi, qui est assez partie prenante dans ce discours-là, disait qu'il faut traiter le terroriste comme le bandit. Autrement dit, pas de régime d'exception, même pour les crimes terroristes. Et Robert Badinter mettait en garde précisément, au début des années 80, contre la possibilité de créer un régime d'exception pour les terroristes. Ce qui fait qu'en réalité, à partir de 1980, il n'y a plus de Cour de sûreté de l'État, donc il n'y a plus de militants, il n'y a plus de terroristes, il n'y a que des criminels et des délinquants. Cette homogénéisation du traitement, de la répression, elle est toujours actuelle pour les militants. Les militants sont toujours considérés comme des criminels et des délinquants et traités comme des criminels ou des délinquants. Or, pour les terroristes, la chose va s'aggraver pour ceux qui sont considérés comme terroristes, puisqu'à partir de 1986, on va recréer un régime d'exception contre celles et ceux qui sont considérés comme des terroristes. 86 étant la première loi antiterroriste en France, la première fois par exemple que le mot terroriste rentre dans le code pénal, que le mot terrorisme dans le code pénal. Et là, on va réinstaurer progressivement tout ce que permettait la Cour de sûreté de l'État. La garde à vue prolongée, la spécialisation judiciaire, c'est-à-dire des magistrats qui ne font que ça, avec cette possible dérive d'être de plus en plus sévère, de plus en plus dur, de moins regarder les dossiers. Donc, à mon avis, les Marc Trévédic et les Jean Le Bruguière sont les descendants, hein, même si on peut discuter certains points des magistrats de la Cour de sûreté de l'État. Et on va réinstaurer aussi ce système d'incrimination dont je vous parlais tout à l'heure, en lien avec une entreprise terroriste, qui va aggraver les peines, aggraver la répression. Si je prends, et je ne sais pas combien de temps il me reste, c'est génial. Si je prends l'antiterrorisme aujourd'hui, je vais essayer d'en démontrer 3 dérives qui me semblent éclairer ce que nous vivons aujourd'hui. La première dérive, c'est celle de l'institutionnalisation de l'exception, c'est-à-dire sa pérennisation, sa capacité à durer dans le temps. Les gouvernements vont toujours avoir tendance à dire qu'ils ne mettent pas en place des mesures d'exception, mais des mesures exceptionnelles. Si vous prenez tous les discours de Manuel Valls, et notamment ceux après Charlie Hebdo, il va dire on met en place des mesures exceptionnelles, mais non des mesures d'exception. Or, c'est faux. Quelle est la différence entre mesure exceptionnelle et mesure d'exception? C'est que par définition, une mesure exceptionnelle, elle est exceptionnelle, donc elle ne dure pas. Elle est provisoire, elle est limitée dans le temps.
À l'inverse, les mesures d'exception, elles durent. Et précisément, tout ce qu'on fait depuis le milieu des années 80 et tout ce qu'on fait depuis les attentats de Charlie Hebdo, c'est de légiférer et c'est de mettre en place donc des mesures d'exception qui vont rester dans la loi, le droit et qui vont durer. Cette banalisation de l'exception, pourquoi est-ce qu'elle est d'autant plus permise, il me semble, par la Ve République et par les institutions de la Ve République? C'est parce qu'il y a une institution centrale qui joue ce rôle de banalisation de l'exception, c'est le Parlement. Avant, les mesures d'exception, elles étaient prises par le chef de l'État de manière extrêmement autoritaire, par décret ou par ordonnance. Depuis la Ve République, toutes les mesures d'exception sont votées par le Parlement, c'est-à-dire par la représentation nationale, avec deux avantages pour le pouvoir, même trois. Un, ça lui donne une légitimité démocratique, c'est nos élus qui ont voté ces mesures-là. Deuxièmement, ça permet de faire durer l'exception dans le temps, une fois que c'est voté, ça reste, et ça peut être remobilisé plus tard. Troisième avantage pour les gouvernements, il y a un très faible risque que les mesures ne soient pas votées. Et ça, c'est le propre de la Ve République, c'est le fait majoritaire. Le fait majoritaire, c'est la capacité du gouvernement à toujours quasiment avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et donc à faire pouvoir voter un peu tout et n'importe quoi, et les mesures les plus répressives sont le plus souvent votées. Donc la Ve République aggrave ce phénomène de banalisation de l'exception. Ce qui aggrave ce phénomène aussi, c'est le consensus qu'il y a aujourd'hui entre la droite et la gauche sur les questions antiterroristes. La gauche s'est ralliée progressivement à l'idée qu'il fallait mettre un régime d'exception, qu'il fallait des mesures d'exception contre le terrorisme et que le droit commun ne suffisait plus à juger le terrorisme. La gauche, je pense qu'elle s'est ralliée à cette idée aussi parce qu'il faut remettre ça dans un ensemble, qui est que la gauche, à la fin des années 90, s'est ralliée à l'idée qu'il fallait s'occuper des questions de sécurité. Et donc finalement, progressivement, a rallié l'idéologie sécuritaire. Donc on est dans ce contexte-là. Et puis il y a aussi deux phénomènes qui ont aggravé cette absence de conflictualité entre la droite et la gauche sur la question antiterroriste, alors qu'elle devrait être au cœur du débat aujourd'hui, mais on voit bien qu'il n'y a pas de débat quasiment entre la droite et la gauche sur ces questions-là. C'est l'événement, c'est le 11 septembre 2001, qui a uniformisé les prises de position, et puis le rôle de l'Union européenne, qui tend à uniformiser les législations antiterroristes de tous les pays européens, avec parfois des conflits, là précisément entre des pays qui en veulent et des pays qui n'en veulent pas de ces législations antiterroristes. Deuxième dérive traditionnelle, c'est l'extension des mesures d'exception à des cibles de plus en plus floues et de plus en plus élargies. Beaucoup d'individus se sont étonnés du fait qu'une mesure prise contre des djihadistes ou des potentiels djihadistes, l'assignation à résidence, ait touché des écologistes. Mais quand on regarde l'histoire, c'est tout à fait traditionnel. C'est lié à la première dérive. Plus l'exception dure, plus elle va toucher de plus en plus d'individus aux profils différents et être utilisée finalement, non plus contre la cible initiale, mais contre les militants. C'est la Cour de sûreté de l'État, créée contre l'extrême droite et qui va juger très rapidement l'extrême gauche. Mais on a des tas d'exemples dans l'histoire. Par exemple, la loi de dissolution des organisations, très importante à mon avis, il faut être attentif là-dessus, qui a été créée en 1936 par le Front populaire pour lutter contre les ligues d'extrême droite, qui est extrêmement puissante, les croix de feu du colonel Larocque, etc. 3 ans plus tard, qui est dissous? Le Parti communiste français. En 1955, il est dissous le Parti communiste algérien, plongeant ses membres dans la clandestinité avec les tragédies que l'on sait. En 1968, c'est 12 organisations d'extrême gauche qui sont dissoutes, en 1970 la LCR, en 1973 à nouveau la LCR, etc. etc. Donc c'est tout à fait typique que des mesures répressives, à un moment donné de l'histoire, vont toucher finalement des individus, et en particulier des militants d'extrême gauche. Troisième dérive, et j'en finis par là, c'est le contournement de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire de la justice. Je ne suis pas une fervente défenseuse de la justice. Je ne vais pas défendre la justice corps et âme. Mais pour avoir travaillé sur la guerre d'Algérie et pour avoir rencontré des gens qui ont été torturés ou la famille de personnes ayant été tuées pendant la guerre d'Algérie ou qui ont été internés dans des camps, je pense qu'il vaut mieux avoir affaire à un juge de l'autorité judiciaire qu'à un policier, à un membre de l'armée ou être soumis à des mesures administratives. C'est ma conviction profonde. Or, l'antiterrorisme aujourd'hui contourne les juges, contourne l'autorité judiciaire, parce que le principe est le suivant. Il faut empêcher les attentats de se commettre. Donc, il faut prévenir les attentats. Et donc, trouver des individus qui peut-être un jour, pourraient peut-être un jour passer à l'acte. Et donc, progressivement, on passe de la répression d'un acte terroriste à la répression d'une intention terroriste. Vous voyez bien que dans la répression des intentions terroristes, le juge a finalement que peu à faire, le procès ne compte plus, le jugement même ne compte plus. Ce qui compte, c'est surveiller, c'est perquisitionner, c'est assigner, c'est filtrer, espionner.
Et donc qui a le pouvoir aujourd'hui dans l'antiterrorisme? C'est les services de renseignement, qui ont pris encore plus de pouvoir avec la loi renseignement en 2015. C'est l'administration. On voit que l'état d'urgence donne tout le pouvoir au préfet, et ça ce n'est qu'un miroir grossissant de choses qui sont actuelles dans l'antiterrorisme. On pourrait enlever l'état d'urgence, les choses seraient pareilles. Donc les services de renseignement, l'administration et la police. Or, le problème de ça, c'est que la justice, quoi qu'on en dise, est indépendante du pouvoir politique, ce qui n'est pas le cas ni de la police, ni des services de renseignement, ni de l'administration. Merci beaucoup Vanessa, parfait sur le temps. Du coup, je vais passer la parole à Loïc qui a eu, mais je pense que tu vas nous en toucher quelques mots, une journée éprouvante. On m'a dit tu t'occupes des travaux pratiques, donc j'ai passé ma journée devant le commissariat du 19e, puisque ce matin, 6 intermittents et étudiants, on l'a appris en cours de journée, étaient convoqués, parce qu'au mois de juin, nous avons occupé le MEDEF dans le cadre de la lutte des intermittents pour leur droit à l'assurance chômage et dans le cadre de l'opposition à la loi travail. Ça nous semblait être une cible assez indiquée pour faire entendre nos désaccords. En gros, dans la lutte des intermittents, si vous avez un peu suivi, au mois de mars, le MEDEF a dit qu'il voulait nous manger tout cru. Au mois d'avril, on a mis une grosse pression sur nos employeurs dans le spectacle, en occupant 10 théâtres nationaux simultanément, en faisant des AG à plus de 1000 personnes dans certains théâtres de Paris, etc. Et comme il y avait en même temps le mouvement contre la loi El Khomri, il y avait en même temps Nuit debout qui nous fournissait plein de gens qui voulaient bien participer à nos actions parce qu'ils les trouvaient sympathiques et peut-être même pertinentes. Et les employeurs du spectacle ont dit ok, on signe l'accord avec les organisations de travailleurs du spectacle, on signe ce qu'ils veulent sur l'intermittence, ce qui nous a permis de regagner plein de choses qu'on avait perdues depuis 2003, et même d'en gagner des nouvelles pour les gens qui ont des accidents de carrière et tout ça. Ils se sont dit de toute façon derrière il y a la Confédération CFDT et le MEDEF, eux ils lâcheront pas, on peut toujours signer et faire plaisir à tout le monde, ça nous évite des emmerdements. Et il se trouve que fin mai, effectivement la Confédération CFDT et le MEDEF disent il n'est pas question qu'on valide ça et qu'on le mette dans l'accord UNEDIC, mais ils n'arrivent pas non plus entre eux à trouver un accord sur le régime général de l'assurance chômage. Et probablement ça agace un peu le gouvernement qui a d'autres problèmes à ce moment-là avec la loi El Khomri, avec les transporteurs, les cheminots, etc. Et qui dit bon, il y a un accord validé dans une branche, tant pis on le fait passer. Et puis sur l'assurance chômage régime général, pardon. Je suis un peu fatigué quand même, ça m'a tué cette journée. Puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on le proroge. Et donc on s'est retrouvé avec une super victoire, avec un bon concours de circonstances, mais aussi avec une belle mobilisation, donc on peut en être fier. Et avant d'obtenir cette victoire et que le gouvernement ne cède complètement, eh bien, on s'est rendu au MEDEF pour aller pointer du fait que voilà, c'était eux le frein à un accord qui pourtant mettait tout le monde d'accord chez nous, et les travailleurs et les employeurs. Et certes, le MEDEF ne représente personne dans le spectacle, ou tant mieux. Donc voilà, donc on est allé chez eux. Ça s'est passé comme toutes les actions, hein. Il y en a ici qui sont déjà venus avec nous dans des actions. On est rentré par la porte, ça s'est passé en douceur, et puis voilà, c'était un coup médiatique, un coup politique. Et pour reprendre oui, ce que tu disais, à un moment, le directeur de la sécurité du MEDEF, donc c'est pas un vigile, hein, c'est le directeur de la sécurité du MEDEF, c'est un cadre du MEDEF, un haut cadre du MEDEF, décide de transformer ça en fait divers. Et bon, bah, il me donne un coup. Et puis ils font se porter plainte. Donc je passe 48 heures en garde à vue pour soi-disant violence, puisque lui m'accuse de l'avoir frappé. Bon, c'est étonnant, c'est lui qui me frappe, c'est moi qui vais en garde à vue. Il paraît qu'il faisait plus sérieux que moi avec sa cravate. Un peu plus tard, moi j'essaie de porter plainte contre lui quand je sors de garde à vue. À 4 reprises dans 4 commissariats différents, je ne peux pas porter plainte. Chaque fois on me trouve des prétextes différents, c'était assez rigolo, entre guillemets. Et j'ai réussi à porter plainte ensuite auprès du procureur de la République avec mon avocate. Ça c'est au mois de juillet, hein, et puis l'instruction de ma plainte n'est toujours pas faite.
donc je suis censé passer en jugement le 8 décembre, mais autant l'instruction contre moi a bien été faite, en 48 heures de garde à vue, tout va bien, autant celle contre ce directeur de la sécurité du MEDEF n'est visiblement toujours pas entamée, 4 mois plus tard, 5 mois depuis les faits. Et puis on a eu cette surprise la semaine dernière, un, puis deux, puis trois copains intermittents qui étaient dans l'action avec nous, nous appellent et disent j'ai reçu un courrier, je suis convoqué au commissariat du 19e ce matin. Et donc voilà, on a préparé un petit peu avec eux le fait d'y aller. Sur la convocation, il n'y avait pas marqué s'ils étaient comme témoins, s'ils étaient comme accusés. Ils étaient pour des... je ne sais pas de bêtises. Des dégradations en réunion et vol. On s'est demandé si quelqu'un avait volé le buste de Pierre Gattaz en marbre qui était dans l'entrée. A priori personne. Évidemment, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de dégradation lors de cette occupation. Donc ils y sont allés ce matin avec un message clair que tous portaient de la même manière. C'est nous on est allé là-bas, on a commis un acte politique. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de violence de notre part, contrairement à d'autres. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de dégradation. Donc toute accusation qui viendrait contre nous serait une accusation politique. Et bien du coup, ils sont rentrés à 9h dans le commissariat, à 10h on a su qu'ils étaient tous en garde à vue. On a appris que c'était pas que 3, c'était 6 même. Il y a aussi 2 étudiants qui étaient avec nous dans l'occupation et un 6e dont on ne sait pas trop son activité, mais en tout cas qui était avec nous dans l'occupation. Tous les 6, là, ce soir, juste avant qu'on commence, là j'étais sur mon téléphone parce qu'en fait ils vont être envoyés au dépôt et ils rencontrent le procureur demain matin qui soit les fait passer en comparution immédiate, comme la rigolade de la comparution immédiate 5 mois plus tard, soit leur donnera une convocation en vue d'un procès. Donc ça illustre un petit peu de choses qu'on a pu entendre précédemment sur voilà, les condamnations sur du rien, quoi. Et ce qu'on disait en plus cet après-midi, le plus délirant, c'est pas encore que le MEDEF soit assez tordu pour porter plainte pour rien, mais c'est qu'il y a quand même des procureurs, des juges derrière qui jouent le jeu, des policiers qui vont faire les convocations et qui vont perdre du temps alors qu'il paraît qu'ils sont complètement harassés et débordés, ces pauvres gens. Et ben là, ils vont perdre des journées entières, et là ils vont faire perdre des journées et des nuits entières à des gens pour du rien. Aussi bien les violences que j'aurais commises, tout le monde sait bien qu'elles sont fictives, hein, j'ai 12 témoins qui disent que j'ai pas mis un seul coup. Et il y avait même des vidéosurveillance partout dans le MEDEF, c'est quand même pratique. Moi, dès que j'ai été arrêté, j'ai dit, ouais, faut regarder les bandes de vidéosurveillance. Et alors, il se trouve que le directeur de la sécurité du MEDEF et le commissaire ont regardé ensemble les bandes et ont trouvé d'un commun accord qu'elles n'étaient pas intéressantes pour l'instruction. Ça s'en met pas bien. C'est ce qu'on trouve dans le dossier d'instruction. Donc voilà. Bon, ça nous fait penser qu'il pourrait y avoir une justice de classe dans ce pays. Donc voilà, une des illustrations, un des travaux pratiques qu'on m'avait commandé pour ce soir. Il y a aussi, après ces questions, ça c'est plus toi qui abordais les questions de nuit debout, de démocratie dans le mouvement et tout ça. Peut-être qu'on y viendra plus par des questions, parce que je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au moment où on s'est lancé dans ces nuits debout, on sentait que la parole politique était tellement confisquée par des politiciens professionnels et qu'il fallait vraiment qu'elle soit réouverte, qu'elle puisse être reprise par tous, récupérée par tous et par chacun. Que le truc qui était évident quand on a dit on va occuper une place, qui était avant tout un pôle de fixation après une manifestation, parce qu'on ne voulait plus rentrer chez nous après la manif et attendre sagement qu'on nous reconvoque une semaine ou 15 jours plus tard, mais dire voilà, il faut qu'il y ait un effet d'entraînement, il faut qu'il se passe des choses de cette manière-là. Il y avait une chose qui était sûre, c'est qu'il fallait que dans les débats, il y ait la parole libérée, que tout le monde puisse dire des choses, proposer des choses, écouter tout ce qui se dit, et aussi s'approprier l'action, s'approprier l'organisation de cet ensemble. Et donc c'est comme ça que ça s'est monté, c'était pas improvisé, on avait préparé la chose.
Et c'était quand même très très empirique, à chaque fois qu'un problème se posait, bon bah tac, on essayait de le résoudre. Des fois on s'est planté, hein, d'autres fois on a réussi des choses assez étonnantes. Mais à tous les moments de la construction des Nuits debout, il y a un truc qui nous a marqué quand même. C'est que tous ceux qui venaient avaient envie de faire. Ils avaient envie de mettre un savoir-faire, une énergie, un outil à disposition de l'ensemble, une parole à disposition du mouvement. Et oui, ça je pense que c'est une réappropriation démocratique énorme. Alors ce qui est devenu Nuit debout, bah, pas grand-chose en ce moment, et puis probablement d'autres choses plus tard, sous d'autres formes ou peu importe. Ça, on peut en rediscuter. Mais nous, ce qui nous a marqué quand même, depuis le tout début jusqu'à ces grands moments d'avril et mai, ça a été que les gens avaient envie de faire, de s'approprier, de dire, d'écouter et d'agir. Super, ben merci beaucoup Loïc de conclure sur cette note positive. Je vous avais promis du coup, si vous vouliez les uns les autres vous répondre, est-ce que vous le souhaitez ou est-ce qu'on passe la parole à ça comme vous voulez. C'était bien complémentaire. Donc, je propose de